Alors, bonjour tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive. Il est 13 heures. Nous sommes le 6 mai 2021. Mathieu Martel avec vous, esprit libre, auteur, conférencier et animateur des cafés philosophiques pour l'Observatoire Vieillissement Société. Nous sommes ce 6 mai 2021, 13 heures, pour notre rencontre mensuelle. Nous avons toujours deux rencontres mensuelles dans le cadre de ces activités. Aujourd'hui, nous allons traiter du scepticisme. Qu'est-ce qu'être sceptique? Et le 13 mai, la semaine prochaine, que sont les synchronicités? Alors, ces rencontres ont lieu dans le cadre des rencontres de philosophie réflexive de l'Observatoire Vieillissement Société, un organisme à but non lucratif qui est là pour réfléchir sur des questions d'agisme, contrer l'agisme, mais aussi l'auto-agisme. Aider les aînés, bien sûr, aussi à socialiser, réfléchir, sortir de l'isolement et développer une forme de qualité de vie. Je remercie tous les bénévoles et toutes les bénévoles de l'Observatoire Vieillissement Société et bien sûr la Fondation Sibylla S qui nous permet de tenir ces cafés philo depuis plus de 4 ans, bien sûr, et même, je crois que c'est davantage cela. Salutations à tous et à toutes. N'hésitez pas à me saluer. Dites-moi si l'image est convenable, le son aussi. Merci d'être présent et présente parmi nous. Nous aurons d'autres rencontres aussi au mois de juin. Donc, je remercie Johanna et les autres bénévoles de m'avoir permis de poursuivre ces cafés philo. Même au mois de juin, j'aurai terminé ma correction. Je serai disponible pour vous pour deux rencontres au mois de juin. Alors, le 3 juin et le 10 juin, vous pouvez ajouter ça à votre calendrier, bien sûr. Alors, ça sera une réflexion. Nous allons faire une réflexion au mois de juin. Le 3 juin, jeudi toujours à 13 heures. Nous allons nous réfléchir sur la notion de la sagesse. Hein? Qu'est-ce que la sagesse? Et le 10 juin, qu'est-ce que prendre soin de soi? Hein? Bien sûr. Donc, des sujets fort intéressants pour le début juin. Donc, quelques ajouts dans le cadre des rencontres de l'Observatoire Vieillissement et Société, OVS, en tant qu'acronyme. Merci à tous et à toutes d'être présents. Aujourd'hui, un sujet fort intéressant. Bien sûr, qu'est-ce qu'être sceptique? Mais nous allons commencer par rendre un hommage à deux grands penseurs dans quelques instants, qui sont Étienne de la Boétie et Emmanuel Kant, pour nous faire quelques rappels dans ce contexte extraordinaire de pandémie, dans ce contexte de mesures sanitaires. Je vais vous inviter à aller lire deux auteurs importants, hein, bien sûr Étienne de la Boétie, dont Montaigne était son proche ami, bien sûr. Et Qu'est-ce que les Lumières d'Emmanuel Kant? Je vais même lire un beau passage dans quelques instants pour nous rafraîchir, pour nous rendre compte que nous pouvons à tout moment perdre notre liberté. Hein? Il ne faut pas la perdre. Il faut en prendre soin, bien sûr. Est-ce que la liberté est une conquête, un droit, ou est-ce que ce sont les autres qui nous octroient une liberté et peuvent nous la prendre quand ils le décident? Donc, on va aller voir aussi Étienne de la Boétie à ce sujet, ce fameux texte de 1574 de la servitude volontaire. Hein? Je vous invite à lire ce texte quand même assez difficile. Mais je vous ferai la lecture de Qu'est-ce que les Lumières, texte écrit 200 ans plus tard par Emmanuel Kant. Et j'espère que ce texte va vous parler profondément, parce que ça a un lien avec notre sujet du jour, le scepticisme, que nous allons commencer. Nous allons commencer bien sûr à réfléchir sur ce sujet dans quelques instants. Et je vous remercie à tous et à toutes d'être présents pour ces rencontres bimensuelles dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement et Société. Je remercie bien sûr Eduardo Varela de m'avoir recruté, bien sûr, il y a maintenant 4 ans et 4 mois et 5 mois pour ces belles rencontres où j'ai pu discourir, échanger avec des gens intéressants. Et c'est encore le cas cette fois-ci sur Facebook Live. Espérons que ces rencontres pourront se poursuivre à l'automne en présence, hein, à l'Observatoire, à l'Institut de gériatrie de Montréal, dans une salle. On aura sûrement peut-être une salle au mois de septembre. Vous serez tenu au courant, bien sûr.
N'hésitez pas à répondre, à réagir à mes questions du jour. Hein. Je vais vous poser certaines questions dans quelques instants. Simplement pour vous dire que ces rencontres sont enregistrées, sont sur ma page Mathieu Martel Philosophe dans la section vidéo. On a à peu près une centaine de vidéos avec thématiques qui sont là, à votre disposition. Il y a bien sûr aussi tous les événements. Si vous voulez vous mettre intéressé pour les futurs événements des causeries philosophiques, vous allez bien sûr sélectionner la section événements et cliquer sur Intéressé. Vous allez avoir un rappel pour les cafés causeries philosophiques qui ont toujours lieu les jeudis, toujours à 13h. Notre prochain, c'est la semaine prochaine, hein, aura lieu la semaine prochaine. Nous parlerons des synchronicités. Je remercie aussi les gens du YMCA de m'avoir invité le 18 mai prochain où je parlerai des rêves symboliques et des synchronicités. Pour ceux qui veulent aussi discourir, échanger dans une perspective interactive via la plateforme Zoom, notre rencontre est le 15 mai. Nous traiterons de l'ouverture à l'inconnu. Je salue Sylvie, Suzette, Anne-Marie, Isabelle, François, Niki, Doris, Nicole, Daniel, Vanda, nos habitués qui sont ici. Je vous invite aussi à m'écrire dans le clavardage suite à mes questions. Alors aujourd'hui, on a comme tout un itinéraire. Hein? On va parler de scepticisme. Qu'est-ce qu'être sceptique? Qu'est-ce qui caractérise l'individu sceptique? Que veut dire, à première vue, hein, l'usage? À quoi réfère l'usage du terme, l'expression « je suis sceptique ». Donc, je vous invite à m'écrire dans le clavardage. Donc, quand vous entendez le terme scepticisme, sceptique, être sceptique, à quoi cela vous fait penser? À quoi cela réfère-t-il selon votre usage du moment, selon vos idées reçues? Je vous invite à m'écrire, je ferai des commentaires et j'ai un plan ici, un plan assez fourni pour m'entretenir avec vous durant la prochaine heure. Alors, premièrement, être sceptique, j'ai besoin de vos réponses pour commencer ma causerie. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Reprenons la question de Deleuze. À quoi reconnaît-on un individu sceptique? Hein? Que voulons-nous dire lorsque nous employons le terme, l'expression « être sceptique » ? De quoi le sceptique, à quoi réfère le terme « être sceptique » ? À quoi vous pensez? Donc, dans l'histoire de la philosophie, lorsqu'on entend scepticisme, on entend les noms de grands philosophes. Tout d'abord, un philosophe qui est allé explorer l'Inde, bien sûr, hein, dans les expéditions d'Alexandre le Grand, qui a même rencontré les gymnosophistes en Inde. Deux gymnosophistes qui se sont immolés devant ce philosophe, en position de méditation, calme, centré, n'ayant pas peur de la mort. Alexandre était vêtu d'un apparat quand même faste. Il a rencontré les gymnosophistes avec Pyrrhon d'Hélice, bien sûr. Mais ces deux hommes, n'ayant pas besoin, ne bâtissant pas leur vie sur la renommée, sur la peur de la mort, sur le luxe et la gloire, se sont immolés devant Alexandre et Pyrrhon d'Hélice dans les campagnes d'Alexandre. On se rappellera qu'Alexandre est décédé une année avant Aristote, en 323 avant notre ère. Je crois qu'Aristote va nous quitter en 322. Alexandre meurt assez jeune. Il a été précepteur d'Aristote durant 4 années. Et on se rappelle, j'ouvre une parenthèse, on se rappellera de la belle une des plus grandes filiations de transmission philosophique de l'histoire de la philo. Hein? Remontons à Socrate, j'ouvre une parenthèse ici, remontons à Socrate,
qui a été maître de Platon pendant 9 ans, maître de Xénophon pendant 4 à 5 ans, et ce même Platon, professeur d'Aristote pendant 19 ans. Aristote espérait bien sûr, étant un génie, espérait bien sûr poursuivre la direction de l'école fondée par Platon, l'Académie. Mais Platon a plutôt passé le flambeau, je crois, ce n'est pas à son neveu. Aristote est allé donc fonder une autre école qu'on appela le lycée. Mais Aristote a été lui-même précepteur d'Alexandre le Grand durant sa jeunesse, et Alexandre lui rapportait des plantes, des animaux, tirés, ramenés de ses expéditions. On sait qu'il y a plus de 150 villes qui ont été nommées Alexandria, à travers les conquêtes d'Alexandre. Merci de répondre à ma question du jour. Je ferme ma parenthèse. La question du jour, qu'est-ce qu'être sceptique? À quoi reconnaît-on un individu sceptique? Qu'est-ce qui le caractérise? Je vais bientôt commenter vos réponses. Mais pourquoi je vous parle de Pyrrhon d'Élis? Délice, c'est sa ville où il a vécu. On a même, donc, parce que c'est le fondateur de l'école, qui n'est pas vraiment une école, il a eu quelques disciples, c'est le fondateur de la manière de voir, de la vision sceptique. Donc, le terme est un terme grec, skeptikos, sceptique, attribué au philosophe Pyrrhon d'Élis, qui a développé une philosophie basée sur quelques principes et quelques attitudes propres à cette vision du monde sceptique, que je vais vous présenter dans quelques instants. Mais avant d'aller voir les termes, concepts associés à Pyrrhon d'Élis du 4e siècle avant notre ère, qui est allé faire justement, qui est allé en Inde, peut-être s'inspirer des gymnosophistes, les sages nus, qui méditaient, qui n'ont pas eu peur de la mort. Allons voir ce que vous pensez, à quoi vous associez le terme sceptique. Et après, suite à cela, j'y vais avec Pyrrhon. Et quelques concepts, mots-clés qu'on peut associer à l'attitude sceptique, qui selon Pierre Hadot n'est pas vraiment une école, mais plutôt une attitude. Alors, Nicole nous dit qu'être sceptique, c'est quelqu'un qui doute des idées préconçues, des préjugés, douter des préjugés, des idées reçues sur certains sujets. Donc, cela implique le doute. On va en parler dans quelques instants avec les concepts de Pyrrhon. Il y a justement l'attitude qui est présente, mais chez Pyrrhon, contrairement à chez Descartes, c'est un doute radical qui est pratiqué, vraiment un doute. Si chez Descartes, le doute est une propédeutique à la recherche de la vérité, chez Pyrrhon, c'est le point de départ d'une philosophie qui va aboutir, dans un mode de vie où on aboutira au silence, à la suspension du jugement. Niki nous dit qu'être sceptique, c'est de se poser des questions sur un thème. Donc, ça réfère peut-être au fait de ne pas être sûr, d'être incertain quant à un sujet, donc ce qui nous invite à nous poser des questions pour connaître le sujet. Je suis sceptique, à savoir quant au temps qu'il fera. Je suis sceptique face à la déclaration du président. Je suis sceptique quant à ma capacité d'accomplir telle tâche. Incertain.
Nicole dit que ça implique aussi la remise en question sur notre propre savoir. Hein, ça implique le doute face à nos connaissances. Donc, on parle ici de mise en doute face aux croyances, face aux vérités admises, nous dira Vanda, hein, face à ce que l'on croit comme étant vrai. On se rappellera, on a fait un live sur la vérité. Il y a bien sûr une différence entre croire, hein, avoir une opinion sur un sujet, premier niveau, hein, l'opinion qui peut être totalement fausse, erronée, sans fondement. Ensuite, on a l'opinion juste droite, hein, l'opinion vraie, et finalement, à un niveau plus grand de profondeur, nous avons l'opinion justifiée. Donc, que je sois soumis à la loi de la gravité, OK? Que l'eau bout à 100 degrés, bon, ce sont des opinions vraies, mais lorsqu'elles sont justifiées, c'est que je peux, en fin de compte, les expliquer. Expliquer le fonctionnement, par exemple, du fait que l'eau bout à 100 degrés, comment tout cela fonctionne. Expliquer qu'est-ce qui démontre que la Terre soit ronde et en quoi je suis soumis à la loi de la gravité. C'est une chose de le dire, une autre de l'expliquer, de le démontrer. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à cette rencontre de philosophie réflexive avec Mathieu Martel dans le cadre de l'Observatoire Vieillissement et Société. J'ai fait la présentation au début. Merci d'être présent. On est une dizaine aujourd'hui. OK, revenons à notre Pyrrhon d'Hélice. Premièrement, le terme sceptique veut dire examiner. Examiner, observer, écouter, examiner, être attentif. Qu'est-ce qu'un examen? Posons-nous la question, qu'est-ce qu'un examen? Ça nous rappelle la fameuse phrase de l'apologie de Socrate, de Platon, une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Mais qu'est-ce qu'un examen? Et quel est le type d'examen que pratique Pyrrhon d'Hélice? Il va sûrement examiner les opinions prononcées, hein, les jugements énoncés sur la réalité, sur la morale, etc. Et même en morale, Pyrrhon nous dit qu'il ne veut même pas Même au niveau de la morale, Pyrrhon se dit conformiste aux mœurs et coutumes de son époque. Qu'avons-nous de Pyrrhon d'Hélice? Nous avons des fragments. Je vous suggère le très beau livre de Marcel Conche, Pyrrhon ou l'apparence, chez Puf, pour approfondir le sujet. Il y a la vieille thèse aussi de Victor Brocard sur les sceptiques grecs, mais aussi le chapitre, comme introduction, de Pierre Hadot dans « Qu'est-ce que la philosophie antique ?» Alors, est-ce qu'on a peut-être quelques fragments rapportés au sujet de Pyrrhon à travers des œuvres d'autres écrivains, philosophes de l'époque, mais on n'a peut-être pas de livres disponibles. On aura bien sûr le texte du 3e siècle après Jésus-Christ, les hypotyposes pyrrhoniennes de Sextus Empiricus qui présente une doctrine, la doctrine pyrrhonienne à sa manière. Donc, le sceptique est quelqu'un qui examine les opinions, les jugements, les propositions, les idées reçues. Mais pour sa vie, sa manière de vivre, son éthique, Pyrrhon se dit, bon, je me casserai pas la tête, je vais me conformer aux us et coutumes de mon pays. On sait que Pyrrhon peignait également, il vivait avec sa sœur, etc. Donc, on se conforme au niveau moral aux us et coutumes, mais concernant la connaissance du monde, je ne me rappelle plus la fameuse expression de Pyrrhon,
c'est trop lointain pour moi, mais Pyrrhon, il pratiquait l'expression peut-être indienne, ni ceci ni cela, neti neti, le non-positionnement face au réel, face à la connaissance du réel. Donc, Pyrrhon, suspension du jugement, l'époquet, un terme qui sera repris par Husserl, la mise entre parenthèses du monde, mais pour Pyrrhon, c'est la suspension du jugement, étant donné qu'il m'est impossible de connaître véritablement la nature de la réalité et que je peux toujours être confronté à des antilogies, des positions contraires à mes des arguments contraires aux thèses que je soutiens, suspendons notre jugement. Mais ça va aller encore plus loin que ça chez Pyrrhon d'Hélice. Écoute, il y aura même un moment donné l'aphasia, la suspension de la parole, l'indifférence pratiquée face à tout ce qui arrive, la diaphoria. Mais tout ça dans la recherche d'un but commun, propre quand même aussi aux épicuriens, l'ataraxie, l'absence de troubles dans le corps et dans l'âme. Pour l'absence de troubles dans le corps, nous avons le terme d'aponie qui est utilisé, dis-je, et pour l'absence de troubles dans le corps, donc c'est un privatif, absence de troubles dans le corps, Pyrrhon tentera d'atteindre l'ataraxie, cette paix, donc l'aspect d'être non troublé psychiquement. C'est le but de sa philosophie. Mais quand un chien te court après, comme c'est déjà arrivé à Pyrrhon d'Hélice, que faire? Est-ce que Pyrrhon court? Est-ce que Pyrrhon se laisse mordre par le chien? Lorsque Pyrrhon voit un de ses disciples tomber dans un trou à côté de lui, il continue à marcher. Indifférent. Donc, c'est un mode de vie quand même assez extrême. Peut-être pour atteindre cette forme d'absence de trouble qui pourrait être rapprochée, peut-être a-t-il été inspiré par les sages, les gymnosophistes de l'Inde qui pratiquaient la méditation, qui tentaient de ne pas adhérer à leurs pensées, tentaient de se détacher, d'atteindre une forme d'équanimité à travers la pratique de la méditation. Je me rappelle juste un nom des gymnosophistes, Dandanis, les deux sages. Voilà. Donc, le scepticisme originaire de Pyrrhon d'Hélice, P-Y-R-R-H-O-N, d'Hélice, de la cité d'Hélice, est une forme, une manière de vivre, une attitude quand même assez extrême qui refuse de se positionner au niveau épistémologique. Le pyrrhonisme n'est ni dogmatique, au sens où le dogmatique dira à cette époque que la vérité, elle est accessible, elle est connaissable et nous pouvons la détenir de manière indéniable. Et il ne soutiendra pas non plus la thèse suivante que, un peu à la Clément Rosset, que la compréhension du réel, de la vérité, elle est non, il y a une incompréhension du réel et de la vérité. Cette vérité-là est inaccessible, insaisissable, etc. Donc, à quoi bon s'en occuper? Pyrrhon dira plutôt, les pyrrhoniens diront plutôt que, étant donné qu'on peut toujours opposer à un argument un autre argument, tout aussi valable, aussi bien suspendre son jugement. Malgré tout,
on associera au sceptique le terme de zétésis, de recherche de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il l'abandonne, mais il continue, hein, à rechercher la vérité. Cela nous fera penser, bien sûr, au fameux « je me suis cherché moi-même » d'Héraclite. Donc, il y a quand même une quête qui se poursuit, mais peut-être finalement, chez Pyrrhon, le but, c'est davantage la paix de l'esprit, l'absence de troubles, vivre une vie peut-être contemplative. Ici, on s'ouvre davantage vers une forme de sagesse pratique à l'orientale. Voilà, donc chez Pyrrhon. Mais bon, il y a plusieurs livres, vous pouvez lire, donc ce sont des réminiscences pour moi de Pyrrhon d'Hélice. Il y a des excellents livres à lire sur cet auteur, très mystérieux. Voilà. Mais chez les sceptiques, hein, c'est une attitude qui est pratiquée par plusieurs philosophes modernes, quand j'avais oublié de parler, tantôt vous parler de Montaigne, de David Hume, scepticisme de Hume, de Montaigne et bien sûr de Descartes, avec cette pratique du doute méthodique et hyperbolique. Contrairement à Pyrrhon, le doute chez Descartes est un doute propédeutique qui prépare à la recherche de certitudes inébranlables. On se souviendra que la certitude inébranlable pour Descartes passe à travers le cogito. Si je doute, alors je pense. Si je pense, avec le saut intuitif, donc je suis. Le je suis étant la certitude pour fonder l'élaboration des sciences. OK? Et le je suis qui est la fondation. Alors, être sceptique aujourd'hui. Nous pouvons être sceptiques face, quand nous disons que nous sommes sceptiques aujourd'hui, c'est que nous doutons. Nous ne sommes pas certains de certaines opinions énoncées. Si nous ne sommes pas certains, c'est qu'il demeure des doutes raisonnables où on manque de précision dans les données. Nous n'avons pas fait tous nos liens pour en arriver à tirer certaines conclusions. Pour les dogmatiques, hein, être sceptique, c'est c'est arborer, pratiquer une attitude qui pourrait être perçue comme étant peu solide. Mais pour des philosophes comme Nietzsche, Descartes, Montaigne, le scepticisme est un rationalisme fort aiguisé qui, à défaut de soutenir des positions soit dogmatiques, soit scientistes, hein, ou encore des positions basées sur des principes inébranlables, remet en question toutes les opinions énoncées par à la fois les philosophes, les scientifiques, le pouvoir politique, la publicité, les journalistes, etc. Donc, il y a une vivacité d'esprit à même cette pratique-là du scepticisme. Mais bien sûr, pour construire un savoir, il faut quand même admettre, hein, certains principes ou certains faits. Par exemple, que je marche sur un sol qui est ferme. Et après, si on prend la lumière de la physique, hein, si on prend le système de représentation de la physique, pouvons-nous affirmer que d'un point de vue de la physique ou d'une certaine, une grille d'analyse basée sur des axiomes, des hypothèses de la physique moderne, pouvons-nous dire que le sol sur lequel nous marchons est plein? Ou est-il, hein, pour nous demander à savoir si le sol est plein ou est-il vide? Tout le monde, au niveau du sens commun, va dire que le sol est
est solide, etc. Le sol est dur, etc. Mais si on l'analyse du point de vue des atomes, etc., est-ce que les objets ne sont pas... Il n'y a pas davantage plus de vide que de plein. Mais bon, je ferme ma parenthèse, je n'ai pas de prétention ici, c'est simplement pour poser quelques questions à ce sujet-là. Donc, bien sûr, il y en a qui vont même... avec la pratique du scepticisme, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on peut, comment dire, pratiquer, de se dire, ouais, mais là, on ne peut pas soutenir telle position parce qu'on va tomber dans une régression à l'infini. Exemple. Certains présuppositionnalistes au niveau de courants religieux vont dire, oui, mais pour fonder la logique même, pour fonder la science, il faut un principe premier. Sinon, on va tomber dans la régression à l'infini. Et pour eux, le principe premier, c'est Dieu qui est cause de toute chose. OK? Donc, ce que je veux dire, c'est que le scepticisme, si on questionne tout, on remet tout en question, il se peut qu'avec cette pratique du scepticisme-là, on se retrouve souvent avec plus de questions que de réponses et plus de doutes qui nous habitent. Et il se peut aussi qu'on soit habité davantage par le doute que davantage par des éléments sur lesquels s'asseoir, se rassurer, hein, des principes, des faits, des théories sur lesquelles s'asseoir. Car le scepticisme remet tout en question. Hein? Le sceptique observe sa vie, questionne les idées reçues. Il ne va pas, notamment, tomber dans des procès d'intention, dans des arguments conspirationnistes ou quoi que ce soit, mais il va quand même prôner l'usage de la raison, l'esprit critique, etc. Et je crois que c'est le temps ici, et même Kant a dit que David Hume l'a réveillé de son sommeil dogmatique, en remettant en question, bien sûr, la notion de causalité. La notion, et après les notions vont être remises en question comme la notion de monde, d'âme, etc. C'est David Hume qui a sorti Kant de son sommeil dogmatique et l'a amené à être davantage critique. Laissez-moi vous lire ce beau texte dont je vous ai parlé au début, le texte portant sur les Lumières. Qu'est-ce que les Lumières de Kant? L'Aufklärung, qu'est-ce que l'éclaircissement de l'esprit? Le siècle des Lumières, 1784, le beau texte de Kant, qui date de plus de 235 ans. Si je ne m'abuse, allons-y, je vais vous lire ça ici. Voilà. OK, je l'ai ici. Les Lumières se définissent, c'est le début du texte, comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle, dis-je, est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre, un chef politique, un maître spirituel, un coach de vie, un gourou, un mari, une femme, un Dieu transcendant, etc. Elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude est le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. Je continue. Donc le sceptique ose se servir justement de son entendement, réfléchir, analyser par lui-même, fait confiance à sa lumière naturelle. Paresse et lâcheté sont les causes qui expliquent qu'un si grand nombre d'hommes, alors que la nature les a affranchis depuis longtemps de toute tutelle étrangère, restent cependant volontiers de leur vie durant mineurs, et qu'il soit si facile à d'autres de les diriger. Bien sûr, on passe par la peur, la propagande, la manipulation. Il est si commode d'être mineur.
Écoutez bien ça. Si j'ai un livre pour me tenir lieu d'entendement, un directeur pour ma conscience, un médecin pour mon régime, je n'ai pas besoin de me fatiguer moi-même. Je n'ai pas besoin de penser pourvu que je puisse payer d'autres se chargeront à ma place de ce travail fastidieux. Alors les amis, hein? Vous voyez que Kant, même si Kant qui a vraiment développé le criticisme au niveau de la philosophie, inspiré par Hume, qui est lui-même un sceptique, hein? Le sceptique est quelqu'un qui pratique, bien sûr, le fondement, les fondements pyrrhoniens, l'examen, la suspension du jugement, la recherche, savoir se servir de son propre entendement, savoir, bien sûr, examiner, évaluer, et non pas laisser son pouvoir à autrui. Hein? Dans le texte de la Boétie, il est aussi question de faire attention, de ne pas céder notre liberté au pouvoir si nous sommes à genoux. Hein. Allons-y avec la petite citation de la Boétie dans la servitude volontaire. Est-ce que je l'ai ici? Hein? Ici, attendez une petite seconde. Est-ce que je n'ai pas le texte de la Boétie? Attendez. Non, je ne l'ai pas avec moi, désolé. Mais relisez de la servitude volontaire, le texte de 1574, publié en latin, ensuite en français, en 1576. Hein? Si nous sommes enchaînés, dominés par des tyrans, c'est que nous avons renoncé à notre liberté et que nous demeurons à genoux si ce n'est pas à plat ventre. Donc la liberté et l'usage de la raison aussi, c'est une conquête, bien sûr. Alors, prenons un exemple. Merci d'être là, les amis, à cette rencontre philosophique. Pour mieux comprendre la notion de scepticisme, prenons un exemple. Comparons trois types d'individus. L'agnostique, le gnostique et l'athée. Et tant qu'à ça, le déiste ou le théiste. Alors, on a une perspective sceptique dans la position de l'individu agnostique. À quoi réfère le terme agnostique? Hein? Le A privatif et le terme gnose, hein, gnostique qui veut dire savoir. L'agnostique ne sait pas si Dieu ne sait pas s'il doit accorder foi en Dieu. Il suspend son jugement faute de preuves. OK? Il n'a pas plus de raison de croire à l'inexistence de Dieu qu'à son existence. Il suspend son jugement. Il n'a pas assez de preuves raisonnables ou il est encore rempli de doutes raisonnables. Donc, à travers la posture, la position de l'agnostique, qui ne sait pas s'il doit croire ou non en Dieu, on a un fondement sceptique. Hein? On ressent, on peut comprendre la position agnostique. Le gnostique, lui, connaît, possède un savoir d'initié ésotérique quant à une interprétation essentialiste de la Bible, par exemple. Hein? Chez le gnostique, on a ça. La position du croyant, elle est claire. Hein? Donc, le croyant, déiste ou théiste, offre, bien sûr, a foi à un être suprême qui s'est révélé à travers un livre sacré, via des prophètes, etc. Foi.
au dessein divin, etc. Tandis que l'athée, lui, refuse de croire en l'existence de Dieu. Hein? Athéisme, c'est sa position. Bon, il y aura plusieurs sortes d'athéisme, je ne rentrerai pas là-dedans, mais pour vous montrer que l'agnostique, hein, il y a une forme de scepticisme à l'intérieur. Il manque des preuves. J'ai encore un doute. Je suspends mon jugement. Je ne suis pas certain. Donc, l'attitude sceptique s'éloigne de toute forme de dogmatisme ou de toute forme de crédulité, par ailleurs. Voilà. Donc, les amis, j'aimerais maintenant vous lire « Qu'est-ce qui vous rend sceptique aujourd'hui? » Donc, deuxième question du jour. Qu'est-ce qui vous rend sceptique? Quel est l'objet de votre scepticisme en ce moment dans votre vie? Je vous invite à me répondre dans le clavardage. Merci à tous et à toutes qui êtes là pour les causeries philosophiques de l'Observatoire Vieillissement en Société avec Mathieu Martel, Esprit libre, auteur conférencier pour l'OVS depuis plus de 4 ans. Je remercie Daniel, Isabelle, Nicole d'être là, Christine, Vanda, Anne-Marie et compagnie, Niki aussi. Merci d'être là, les amis. Nous allons bien sûr, je vais revenir à mon sujet dans quelques instants, mais je vous pose la question suivante. Vous êtes sceptique de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui anime votre scepticisme? Répondez-moi. Salutations à Jazzy qui vient de se joindre à nous. Nous aurons une prochaine rencontre la semaine prochaine. Je suis un peu circulaire. Nous aurons une prochaine rencontre le 13 mai sur les synchronicités. J'ai très hâte de vous parler de ce sujet. On sait que celui qui a défini les termes de synchronicité, c'est Gustav Jung. Je prendrai vos exemples. Je vous en rapporterai plusieurs. J'ai toutes sortes d'anecdotes à ce sujet. Et je donnerai aussi une conférence sur les synchronicités dans le cadre du YMCA Park pour les participantes du YMCA Park et participants abonnés au centre le 18 mai. Et ceux qui veulent aussi participer à ma conférence sur l'inconnu, le 15 mai, allez voir dans ma section événements. Daniel nous dit que le questionnement est primordial. Il ne faut rien accepter. Hein? Sinon, on est simplement dans la croyance. Il faut évaluer toute forme d'opinion. Et Kant nous le dit, que ce soit l'opinion de notre médecin, d'un chef spirituel, d'un premier ministre, de toute forme d'autorité, nous ne pouvons pas nous abandonner à la foi. Hein? Il faut oser se servir de son propre entendement. Et là, on ne parle pas de sombrer dans les sophismes, hein? Dans les complots, dans toute forme de sophisme, procès d'intention, lien causal douteux, etc., mais de rester vigilant, attentif et de comparer, d'analyser ce qui est là, justement en suspendant notre jugement pour se faire une tête. Isabelle se dit sceptique face aux religions et face aux vaccins. Il faudrait préciser concernant les vaccins. Est-ce que c'est... Ouais, on pourrait se poser des questions. Est-ce que c'est quant à l'efficacité? Quant au besoin de se faire vacciner? Posons-nous des questions. Est-ce que c'est sur la sécurité, sur la fiabilité des vaccins? Est-ce que ça concerne la question des effets secondaires? Donc, un sceptique se pose des questions. Et moi-même, étant sceptique, je pose la question à Isabelle. Je me demande, quand elle déclare la proposition suivante, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, un sceptique se pose des questions. Ça nous ramène aux fameuses 7 questions d'Aristote. Hein? Les 7 questions d'Aristote, souvent, qui sont utilisées en général pour construire le premier paragraphe d'un article journalistique. Hein?
nos fameuses questions. Le quoi, le qui, le quand, le comment, pour qui. Le fameux aussi pourquoi. Hein? Dans quel but? Posons-nous les questions fondamentales. Si quelque chose semble illogique au niveau, quand on observe le comportement d'un individu, d'un gouvernement, d'une société, est-ce que c'est vraiment illogique ou cela ne répond-il pas à une autre logique? Hein? La logique ou un système de valeurs, de croyances, à des intentions qui nous sont inaccessibles pour le moment, qui nous paraissent occultes. OK? Donc, le sceptique, c'est quelqu'un qui se pose des questions, qui recherche la vérité, qui doute, qui examine, qui ne va pas justement conclure trop rapidement. OK? Faire des liens causaux douteux, pratiquer le procès d'intention, pratiquer les raisonnements erronés, syllogistiques erronés, se précipiter à la Descartes, prudence. La prudence, le gouvernement utilise bien sûr le concept de précaution, développé par qui? Hans Jonas, élève d'Heidegger. Principe de précaution. Cependant, l'usage du principe risque zéro, c'est un petit peu absurde. La vie est un risque. Il est très difficile d'accomplir quoi que ce soit sans risquer, sans qu'il y ait des conséquences. La vie, c'est quand même la lutte. C'est quand même une lutte pour, premièrement, la survie et une lutte contre l'entropie. Parenthèse fermée. Ah! Jazzy qui est-elle en train de sombrer dans des positions? Elle doute de l'utilité de débattre. Oh! J'aimerais bien t'écouter là-dessus, Jazzy. Donc, débattre ne mène nulle part. Est-ce que c'est parce qu'on est en démocratie que le débat, finalement, ne mène nulle part? Donc, débattre ne mène nulle part. Qu'est-ce que tu entends par ça, Jazzy? J'aimerais ça que tu précises ta position. Ça serait intéressant. Je reviens à mon point. Le sceptique est quelqu'un qui recherche la vérité, est en quête, examine, ne se précipite pas. Et c'est là que je parlais de Descartes. Descartes qui disait ne pas se précipiter, être prudent avant. Faisons un examen, une analyse complète. Quand on se rappellera de la méthode en 4 étapes, rechercher des évidences, analyse, synthèse, dénombrement. On est sur une scène de crime. On veut chercher des preuves, des évidences, faire des liens. Pensez-vous à une enquête avant de conclure, avant qu'un juge ne donne sa décision, avant que les enquêtes criminelles ne donnent la conclusion de leur enquête, il y a une analyse. Le sceptique, c'est quelqu'un qui est en chemin, en recherche de la vérité, et qui prend son temps pour faire des liens avant de conclure. Donc, il ne court pas, il n'est pas là pour se rassurer, à s'asseoir. C'est pour ça que c'est une position très difficile, parce qu'il faut être capable de vivre avec le doute. Désolé, il y a un peu de bruit dans mon coin. Donc, capable de vivre avec le doute et de poursuivre sa recherche lentement, progressivement, sans se précipiter, les amis. Alors, on voit que chez Descartes, le doute
L'attitude sceptique de Descartes est un moteur, mais dans cette quête-là, il recherche quand même des vérités, apodictiques, nécessaires, fondamentales. Il recherche la certitude quand on parle de Descartes. Bien sûr, il y a eu les philosophes du doute, du soupçon. Hein? On se rappellera Marx, Nietzsche, Freud, qualifiés de philosophes du soupçon, qui viennent bien sûr après les Lumières et après Kant. Suzette nous demande, est-ce que le scepticisme n'est pas une des bases des théories du complot? C'est pas une des bases. Premièrement, bon, je ne suis pas aujourd'hui pour vous parler de la théorie du complot, des théories du complot, mais dans les théories du complot, il y a des liens causaux douteux, des procès d'intention, des appels au complot, etc. Mais être sceptique, je viens de le dire au sens grec, c'est d'examiner, d'évaluer. Et bien sûr, ça rejoint la pensée des Lumières, de se servir de sa propre raison. Et j'ajoute à cela, depuis tantôt, de ne pas se hâter dans des conclusions, de continuer à être un analyste, à faire des liens, à s'abreuver quand même à des sources sérieuses, mais à conserver sa liberté de penser et son esprit critique, le fondement du scepticisme. Mais on sait que la pratique du scepticisme absolu chez Pyrrhon mène chez Pyrrhon à une forme de vie spirituelle en silence, où on vit une paix, où on veut conserver on veut pas se positionner, on suspend notre jugement, on ne parle plus, etc. Et voilà, ça c'est une chose. Le scepticisme cartésien en est une autre. Je n'ai pas abordé vraiment la vision de Montaigne, de Hume aujourd'hui. Mais je ramène aux notions fondamentales tirées des principes grecs, hein, la recherche profonde, bien sûr, aussi de la vérité. Et le scepticisme aussi, c'est celui qui ne va pas, justement, Montaigne, qui ne va pas, qui va rester vif d'esprit toute sa vie en questionnant. Donc, j'ai très peu parlé du questionnement, mais j'ai parlé de la remise en question des idées reçues, des opinions, hein, de se poser des questions, de ne pas tout croire sans vérification. C'est pas parce qu'une autorité, je vous ai lu le fameux texte des Lumières de Kant, hein, il faut quand même conserver sa liberté et conserver l'exercice de son propre jugement. Voilà. Sinon, on donne à un autre individu le pouvoir de décider à notre place pour nous. Voilà. Et si on se soumet à quelqu'un, aussi bien de le faire à partir de, si on adhère à certaines positions, le faire en ayant bien sûr délibéré et réfléchi par soi-même. Voilà. C'est un appel à conserver son esprit critique, sa liberté de penser. Bien sûr, pas juste de parole et d'expression, mais de penser. Et cela me fait penser, bien sûr, associé à cette fameuse phrase de Spinoza, « La peur et l'espoir sont l'envers d'une même médaille. Hein? Vont ensemble. Celui qui a peur de quelque chose espère que sa peur disparaîtra. Et celui qui espère, c'est parce qu'il a peur. » Et bien sûr, lorsqu'on est dans la peur, on n'est pas dans la raison. Hein? Et être dans la raison, c'est d'être actif au niveau de notre pensée. Donc la pensée est davantage importante que simplement dire toutes les opinions qui nous passent par l'esprit.
de nous exprimer, mais c'est d'abord le pouvoir de la pensée, qui est bien sûr fort présente chez Descartes et Spinoza. Être actif, c'est à la fois réaliser sa pleine nature, mais c'est réaliser parfois, c'est réaliser aussi la compréhension de soi et du monde. Christine nous dit qu'être sceptique, c'est épuisant, mais si elle ne pratique pas son scepticisme, elle risque justement d'adhérer à des contenus diffusés par les médias qui quelquefois semblent un peu tendancieux, subjectifs et pourquoi pas orientés vers une forme de propagande. Donc, lisez les classiques, les amis. Je vous rappelle cette belle lecture, si vous voulez aller voir un chapitre sur le scepticisme, allez lire le chapitre sur le scepticisme grec dans Qu'est-ce que la philosophie antique de Pierre Hadot. Je vous invite aussi à lire le grand traité de Victor Brocard sur les sceptiques grecs. Par ailleurs, aussi, vous pouvez lire le fameux texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières de 1784, disponible en ligne, de la servitude volontaire de la Boétie 1576, et pourquoi pas au sujet du scepticisme, on a peut-être les fragments dans Diogène Laërce, Vie des philosophes illustres, on peut aller s'abreuver à cela aussi. Et Pyrrhon ou L'apparence chez Puff, édition critique, un texte assez difficile, mais allez vous intéresser aux sceptiques grecs et bien sûr nos sceptiques modernes, Nietzsche. Allez lire Par-delà le bien et le mal, ou surtout la généalogie de la morale qui questionne justement la notion de ressentiment, la notion qui critique vraiment toute cette pratique du ressentiment et du nihilisme dans la généalogie de la morale, au fondement de la morale chrétienne. Nietzsche professe ou pratique une forme de scepticisme généalogique. Je vous invite à lire aussi peut-être une introduction aux essais de Montaigne. Et bon, si vous avez beaucoup de temps, le traité sur l'entendement humain, de la nature humaine de David Hume. Allons-y maintenant avec, Jazzy nous a répondu, on va conclure là-dessus. Donc, Jazzy dit, respecter les points de vue différents, oui, c'est extrêmement difficile. C'est pas tout le monde qui est capable d'être à l'écoute, d'écouter, de vouloir comprendre les points de vue différents. Elle dit aussi que les gens font d'abord dans le débat, ou dans le débat, finalement, on tombe dans l'attaque à l'homme, on tombe dans la dépréciation d'autrui, le non-respect. On a ça même chez les journalistes de ce temps-ci qui traitent les gens de... tous ceux qui ne sont pas dans la pensée unique, on les traite de toutes sortes de noms, on les met dans des cases. Voilà. Donc, Jazzy nous invite à essayer de comprendre autrui, d'abord écouter, comprendre autrui. Et bien sûr, ne pas rester pris dans une forme de foi idéologique aveugle. Donc, le scepticisme est là pour nous libérer de cette foi idéologique aveugle, souvent qui manque de nuances et qui manque de remise en question de ses propres idées, de ses propres croyances et des croyances qui sont véhiculées en société à tout niveau. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir été présente. Remerciements à tous les bénévoles de l'OVS, l'Observatoire Vieillissement et Société. Mathieu Martel avec vous. On se revoit jeudi prochain, 13h. Sinon, samedi le 15, dans une belle rencontre Zoom sur l'inconnu, s'ouvrir à l'inconnu. Mathieu Martel avec vous. Je vous remercie tous et toutes d'être là. Merci pour cette belle rencontre qui fut fort inspirante, j'espère pour vous. Merci d'avoir été là. Allez voir les vidéos des dernières rencontres qui sont sur mon site Mathieu Martel Philosophe. Merci à François, Suzette, Fadila, Niki, Vanda, Jazzy et compagnie, Christine, Suzette. Merci d'avoir été là. Merci à Nicole. Et passez une belle fin de journée. Profitez de ce printemps qui se poursuit. Merci à tous et à toutes. Bonne journée. À la prochaine. Salutations. Au revoir. Prenez soin de vous.